Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le mardi 15 novembre. Voici le programme. À quand le plein emploi pour les personnes handicapées? C'est l'une des thématiques de la 26e semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. L'objectif, sensibiliser les employeurs et faciliter l'accès à l'emploi. Nous en parlerons avec nos invités de Faciveline et de DAMS, entreprises qui s'engagent pour recruter autrement. C'est la dernière ligne droite pour les Bleus avant la Coupe du Monde de football au Qatar. Toute l'équipe s'est rassemblée hier, lundi 14 novembre, pour un stage de 2 jours intensif. Et ce soir a lieu le dernier entraînement à Clairefontaine. L'occasion de peaufiner les derniers détails. Nous retrouverons sur place les journalistes de la rédaction, Michael Elmidoro et Grégory Canalé. Le mardi, c'est le jour de votre page culture dans le 7-8. Au programme de ce soir, un spectacle immersif au château de Maisons-Laffitte sur La Belle et la Bête. Une exposition sur Charles de Gaulle à Poissy et nous parlerons également du festival Blues sur scène à Mantes-la-Jolie. Et d'ailleurs, nous retrouvons Gabriel Gontier, journaliste de la rédaction, avec Céline Charles pour le lancement de ce festival à Mantes-la-Jolie. Gabriel, comment ça se passe sur place ? Vous pouvez le voir derrière moi, les installations commencent à se mettre en place. Les artistes étaient en train de répéter encore il y a quelques minutes. Le premier concert se déroulera à 20h ce soir avec moi, Chantal Cipolletti et Sébastien Picot. Nous en parlerons en seconde partie de ce journal. Super Gabriel, du coup nous vous retrouverons dans quelques instants dans la seconde partie de cette émission. Avec moi également en plateau, Laurence Médinger, bonsoir. Vous êtes chef de projet pour Faciveline. Je le disais à l'instant, c'est la 26e semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et vous organisez ce jeudi 17 novembre la 4e rencontre de l'inclusion. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est Faciveline ? Alors Faciveline, c'est la Fondation Agir contre l'exclusion. On est un club d'entreprise et nous animons pour le département des Yvelines un dispositif gouvernemental qui s'appelle Les entreprises s'engagent. Et donc on reviendra pour parler de ces rencontres de l'inclusion tout à l'heure, dans quelques instants. Avec nous également en plateau, Laetitia Duvanel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale associée chez DAMS. Et donc c'est une entreprise des services autour de la téléphonie mobile. Et vous êtes engagée pour développer et favoriser l'inclusion à travers le dispositif gouvernemental Les entreprises s'engagent, Club des Yvelines, un programme qui est déployé au niveau territorial par Faciveline, que vous avez décidé de signer. Pourquoi ? Tout à fait, on a signé il y a 2 ans parce que ça fait partie de nos valeurs fondamentales et on veut laisser la chance à toutes les personnes de venir travailler chez nous, voilà, pour donner du sens aussi à notre entreprise. Et donc on développera également en seconde, dans un instant. Avec moi également Régine Ralèche, journaliste Bonjour. De la rédaction de TV78. Vous allez nous parler des informations d'aujourd'hui. Alors oui, effectivement, aujourd'hui on va parler de chômage, mais également de la journée mondiale des écrivains qui sont en prison. Et ce sera juste après la météo. Je vous propose de regarder quel temps il fera demain. Demain matin, dans les Yvelines, le ciel sera pluvieux. Attendez-vous à avoir de rares averses. Au niveau des températures, il fera 9 à 10 degrés en moyenne. Dans l'après-midi, le soleil sera un peu plus présent, mais le ciel restera tout de même nuageux. Au niveau des températures, comptez 12 à 13 degrés en moyenne. Le point maintenant sur les informations d'aujourd'hui. Le chiffre du jour, quel est-il ? Oui, et ce chiffre, c'est 7,5. Le chômage a baissé de 7,5% dans les Yvelines de septembre 2021 à septembre 2022. Le Pôle emploi enregistre cependant une légère hausse des demandeurs d'emploi qui est de plus 0,26% entre les mois de juillet et de septembre 2022. Et toujours sur la thématique de l'emploi, de nouveaux modes de recrutement sont mis en place dans les Yvelines. Oui, totalement, et c'est plutôt original. Ce matin, à Plaisir, des recruteurs et des demandeurs d'emploi ont joué ensemble au rugby. Alors pour rentrer un peu plus en détail, c'est le Pôle emploi qui a lancé du stade vers l'emploi, donc qui est une nouvelle manière de recruter. La journée démarre avec une pratique sportive, donc ça peut être du rugby ou de l'athlétisme par exemple. Des équipes anonymes se forment, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on joue contre des recruteurs ou des demandeurs d'emploi. Et ensuite, l'après-midi, l'anonymat est levé, le job des
dating commence. Donc on écoute tout de suite les interviews récoltées par Nicolas Dandry. Alors la Ligue, dans ce cadre-là, met en relation les candidats et les entreprises recrutés par Pôle emploi avec un club de rugby, de manière à les mettre dans l'ambiance rugby et les amener à avoir un job dating qui soit fructueux. C'est une belle initiative pour moi. C'est la première fois que je connais qu'il y a d'autres façons de recruter sans l'entretien d'embauche direct. On retrouve vraiment des valeurs de cohésion qui sont assez intéressantes aussi dans ce sport. Et puis l'envie de faire les choses ensemble. Donc non, plutôt très, très intéressant comme sport. Une autre information, Régine, on va parler solidarité maintenant. Exactement, donc les colis solidaires reviennent à Guyancourt. Depuis hier, le Secours populaire, les maisons de quartier et les centres sociaux de la ville relancent l'événement et ce jusqu'au 14 décembre. Alors pour participer, il suffit de placer dans une boîte un vêtement chaud. On a également un produit d'hygiène neuf, une gourmandise, un loisir. Donc un loisir, ça peut être un livre ou bien un jouet. Et enfin, il suffit de glisser un petit mot gentil. Donc pour déposer vos colis, vous pouvez vous rendre dans les lieux qui sont affichés à l'écran. Et à Montigny-le-Bretonneux, des revendications ont lieu à l'école Éric Satie. Vous pouvez nous en dire plus ? Effectivement, donc des parents d'élèves estiment que les conditions d'accueil de leurs enfants dans cet établissement se sont dégradées après les vacances de la Toussaint. L'éducation nationale a fermé une classe alors même qu'une vingtaine de réfugiés ukrainiens sont scolarisés depuis cet été. On compte en moyenne aujourd'hui 29 élèves par classe. Pourtant, le gouvernement s'était engagé à réduire les effectifs au nombre de 24. Donc les représentants des parents d'élèves se sont réunis ce matin dans la cour d'école, ce matin donc mardi 15 novembre, pour dénoncer la situation. Et on termine les infos du jour avec la journée mondiale des écrivains en prison. Effectivement, donc cette journée, c'est l'occasion d'attirer un peu l'attention sur les journalistes et les écrivains qui ont été emprisonnés à cause de leurs écrits. Donc une table ronde se tiendra d'ailleurs ce soir à la commanderie à Elancourt à 20h30 avec des auteurs concernés. Et on en parlera tout à l'heure avec notre journaliste Julien Leroy. Merci beaucoup Régine Ralèche. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez vu sur le terrain à côté de chez vous une information que vous souhaitez nous partager, n'hésitez pas avec le hashtag 78news. On en parlait tout à l'heure, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et pour en parler, nous sommes avec Laurence Émédinger, chef de projet pour FACE Yvelines, et Laetitia Duvanel, directrice générale associée chez DAMS. Laurence Émédinger, FACE Yvelines déploie au niveau territorial le dispositif Les entreprises s'engagent Club des Yvelines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'objectif de ce dispositif ? Alors, les entreprises s'engagent, c'est un dispositif qui vise à mobiliser les entreprises en faveur de l'inclusion et de l'insertion professionnelle des publics les plus éloignés de l'emploi. Donc, le spectre est très très large, ça va être les jeunes, les seniors, les personnes en situation de handicap. Et donc, cette semaine est particulièrement intéressante. Ça va être également les résidents des quartiers prioritaires de la ville, les réfugiés, les personnes placées sous main de justice. Et en résumé, le point commun à toutes ces personnes, c'est que souvent, elles n'ont pas les codes de l'entreprise et elles n'ont pas de réseau. Et notre objectif, c'est de mobiliser les entreprises et de les mettre en relation avec toutes ces personnes. Et donc justement, vous, Laetitia Duvanel, vous êtes engagée pour DAMS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce que vous êtes engagée ? Bien sûr, donc nous on a racheté la société il y a presque 2 ans et on a eu un entretien avec Laurence à cette même date-là et on s'est dit maintenant on a un peu de pouvoir et on a pris ce pouvoir de faire changer les choses. Et donc on a coché pas mal d'engagements. Lesquels, par exemple ? Alors, on a coché le fait d'accueillir des stagiaires, donc les stagiaires de 3e, les stagiaires aussi des BTS et des masters. On a aussi choisi de s'engager sur les personnes en situation de handicap, les personnes sous main de justice. On a aussi choisi de donner du temps au dispositif créé par Pôle emploi sur des personnes de 45 ans et plus en recherche d'emploi. Donc on a vraiment mis ça en place, mais très rapidement. Et on a pu aussi participer au campus de l'inclusion, qui nous a fait aussi faire un grand step aussi par rapport à nos actions. Alors vous parlez du campus de l'inclusion. Qu'est-ce que c'est le campus de l'inclusion ?
Alors le campus de l'inclusion, c'est un programme qui est destiné aux dirigeants pour les sensibiliser, les acculturer et mettre en place un programme d'action très inclusif de façon à ce qu'ils puissent, comme ils ont le pouvoir, vraiment décider de changer les choses dans leur société. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'entreprises qui se sont engagées, qui ont signé votre charte ? Alors aujourd'hui, on est à 215 entreprises. On a démarré en pleine période Covid, donc l'inclusion à ce moment-là n'était pas très audible pour les entreprises et néanmoins, il y a 215 entreprises qui nous ont rejoints et qui ont pris ces engagements en faveur de l'inclusion. C'est un objectif atteint ou vous fixez encore plus de signatures ? Alors, c'est un objectif en cours d'évolution et donc tous les ans, on mobilise un maximum d'entreprises et on vise au moins 100 entreprises par année. Et donc, ce jeudi 17 novembre, vous organisez la 4e rencontre de l'inclusion. Qu'est-ce que c'est ? Alors cette rencontre, ça va être une grande convention où on va réunir justement les 215 entreprises qui nous ont rejoints et à cette occasion, on va faire des partages de bonnes pratiques. Des entreprises vont venir témoigner puisque au démarrage, les entreprises s'engagent. Donc c'est un discours, c'est un engagement. Et ensuite, certaines vont nous illustrer comment sur le terrain et au quotidien, elles mettent en place tous leurs engagements. Et donc ce sera à Versailles ? Ça sera dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines, donc à Versailles, oui. Vous y participerez également, Laetitia? Tout à fait. Tout à fait. C'est important ce genre d'événement justement pour les entreprises, pour qu'elles communiquent entre elles aussi? Bien sûr, c'est important de se retrouver aussi entre nous, de pouvoir aussi témoigner de ce que peut apporter aussi d'avoir ces équipes-là. Et c'est vrai que donner du sens aussi à son entreprise, c'est important. On est une entreprise à mission, nous, et notre objectif, c'est vraiment de faire travailler les personnes, quelles qu'elles soient. Et du coup, depuis que vous avez mis en place ce dispositif, quels sont vos retours? De qui? De nos clients, de nos... Alors, au sein de l'entreprise et puis aussi des clients. Au sein de l'entreprise, c'est que tout le monde est ouvert. C'est vrai qu'on a intégré des personnes âgées, plus jeunes, des stagiaires qui sont à peine majeurs. Donc on a vraiment ouvert un peu tout pour accueillir toutes ces personnes, quelles qu'elles soient. Et de vos clients, du coup, vu que vous parlez les clients, de vos clients. Les clients, oui, sont très intéressés, et sont très contents de travailler aussi avec des entreprises qui ont ces valeurs fondamentales qui sont très importantes. Ça fait partie aussi des engagements. Eh bien, merci beaucoup Laurence Médinger et Laetitia Duvanel d'être venues en parler avec nous en plateau. Si vous souhaitez participer aux rencontres de l'inclusion, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche juste en dessous. On passe maintenant à notre page culture. À l'occasion de la Journée internationale des écrivains persécutés, la commanderie d'Elancourt organise ce soir une table ronde. Le but, mettre en avant le combat des journalistes et d'auteurs pour la liberté d'expression. Et Simon Suleymani, journaliste kurde réfugié en France depuis 1 an et demi suite aux persécutions en Turquie, sera présent. Il a accepté de répondre aux questions de Julien Leroy. Écoutez. La Turquie, c'est très connu des journalistes emprisonnés dans le monde. Mais moi, comme un journaliste kurde qui était toujours censuré, harcelé par la police, par le gouvernement, c'était vraiment difficile de travailler comme un journaliste là, dans une région trop chaude, en colère toujours. Mais c'était pas facile en fait. C'est pas facile pour tout le monde. Les Turcs aussi, mais pour les journalistes kurdes, c'est plus difficile parce que les journalistes sont toujours emprisonnés, sont harcelés, censurés. Mais si vous êtes journaliste kurde, c'est 100%. Donc moi, comme un journaliste, après tentative coup d'État en Turquie, moi aussi, j'ai été emprisonné pendant 16 mois, sans procès, dans une prison qui s'appelle la prison plus sécurisée. Pour les terroristes, nous étions condamnés de faire propagande de terrorisme dans notre pays. Pour les Kurdes, la France, c'est un ami très chaleureux. Donc, dans la région aussi, la France toujours soutient avec les Kurdes. Et ici, les citoyens français, ils toujours aident les Kurdes et soutiennent. Parce que les Kurdes, ils ont connu un grand peuple sans État,
Ces pays-là, ils ont toujours harcelé par le gouvernement les dictatoriaux en Moyen-Orient. C'était première raison pour moi de choisir France et venir ici. Jusqu'au 20 novembre, la ville de Poissy présente une exposition intitulée Charles de Gaulle, l'homme derrière le général. Les visiteurs sont ainsi amenés à découvrir ou redécouvrir cette personnalité emblématique. L'objectif, transmettre aux plus jeunes l'histoire de la France. Le reportage de Céline Charles. Se souvenir du passé pour mieux construire le présent, c'est l'objectif de la ville de Poissy à travers l'exposition Charles de Gaulle, l'homme derrière le général. À l'occasion du 52e anniversaire de la mort de l'ancien président, l'exposition propose aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir cette personnalité emblématique du XXe siècle, de sa naissance à sa disparition. Il a quand même aimé la France, défendu la France, transformé la France. Il a mis sa vie au service de la nation. Il a été formé à ces grandes idées de générosité et d'engagement. Et je crois que c'est ça que je souhaiterais transmettre peut-être aux jeunes. Il a fait un symbole qui est très fort. C'était la Croix de Lorraine. Là, vous voyez le drapeau, un drapeau de la Résistance, avec la fameuse Croix de Lorraine, qui était un symbole fort face au symbole nazi. Une exposition rendue possible grâce au collectionneur pissiacais Guy Bouchard. Il a mis à disposition de la ville une centaine de ses pièces authentiques. Elles proviennent toutes de sa collection privée. C'est la tenue 31. On appelait ça 31. Pourquoi ? Parce que elle a été faite du temps de Napoléon III. Le 31 juillet 1837. Quand on se met sur son 31, c'est resté comme ça, c'était avec la tenue 31. On a réuni 2 collections, c'est-à-dire une collection sur 14 et une collection sur 39-45. On a quand même à peu près 9000 objets, entre objets et documents. Au lieu de garder dans un grenier ou garder pour soi ces objets, on préférait aller montrer ça au public. La semaine, l'exposition accueille des classes de différentes écoles. Elle sera ouverte au public le samedi 19 et le dimanche 20 novembre. Et j'ai été rejoint en plateau par Mathilde Gaden. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chargée de communication pour la société de production Polaris. Et Charles de Gaulle, ça vous parle puisque vous avez fait un spectacle sur Charles de Gaulle. C'était au château de Rambouillet en juin dernier. Oui, tout à fait. Secret des France, en fait, qui retraçait la rencontre entre de Gaulle et Eisenhower en juin 59 au château de Rambouillet. Donc voilà, c'est la première édition cette année et on est heureux de pouvoir annoncer que le spectacle reviendra face au succès qu'il a rencontré en juin cette année. D'accord, ok. Et donc là, vous organisez un nouveau spectacle sur La Belle et la Bête. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce spectacle ? Tout à fait. Alors, il s'agit d'un nouveau spectacle immersif au château de Maison, à Maisons-Laffitte. Le spectacle s'articule autour du conte de La Belle et la Bête et il s'agit d'un parcours spectacle d'1 heure dans le château. On rencontre plus de 20 comédiens professionnels, 600 figurants et acteurs qui jouent autour de nous, des costumes incroyables, des décors époustouflants, un tourbillon de musique. C'est une expérience immersive, vraiment, on est plongé dans l'histoire en fait. Ouais, justement, c'est un spectacle immersif, c'est pas un spectacle classique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les spectateurs seront amenés à participer au spectacle ? Tout à fait. En fait, le spectateur est vraiment emmené en fait dans le château au long d'un parcours par les acteurs, par les figurants. Il y a un petit peu d'interaction avec lui pendant le spectacle. Il est vraiment plongé dans le château, plongé au cœur des décors en fait. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le conte de La Belle et la Bête et pas un autre conte ? D'abord parce que La Belle et la Bête, c'est un peu le conte par excellence finalement, avec cette princesse, cette bête, ce prince, Et puis aussi parce que dans La Belle et la Bête, le château est un personnage à part entière en fait dans ce conte. Et nous, c'est vrai que chez Polaris, on a un peu cet objectif de valorisation du patrimoine. Et donc c'est très intéressant là de pouvoir mettre en avant réellement le château. C'est vrai que dans ce conte, le château est ensorcelé, hanté, va prendre vie. Et c'est très intéressant de pouvoir retranscrire ça dans un spectacle. Le château de Maison à Maisons-Laffitte retranscrit bien, il colle parfaitement au château dans La Belle et la Bête. Il colle plutôt bien, oui, en effet, avec des espaces absolument extraordinaires comme cette salle de bal gigantesque, magnifique, avec tous ses lustres et puis ses cuisines anciennes, etc. Oui, il colle plutôt très bien. Et donc vous avez un peu revisité l'histoire ou ce sera l'histoire comme dans le conte ou comme dans Disney qu'on connaît ?
Alors, je ne veux pas trop en dévoiler, mais il y a plusieurs inspirations. C'est notre version finalement de La Belle et la Bête, avec en effet des petits clins d'œil à Disney, des petits clins d'œil à Cocteau. Donc voilà, notre version, la version Polaris. Et donc tout à l'heure, vous l'avez un peu dit, le nombre d'acteurs, 20, et puis un nombre de bénévoles impressionnant, 600. Comment vous faites pour organiser tout ça? Est-ce que c'est pas trop compliqué de faire tourner un peu le spectacle et les répétitions avec autant de monde? Tout à fait. Alors en fait, c'est la particularité de nos spectacles, c'est que chacun de nos spectacles fonctionne donc autour d'un monument et avec une communauté de volontaires locaux en fait qui connaissent le monument. Le monument fait déjà partie de leur quotidien finalement. Et donc là, nous avons 600 volontaires de Maison Lafitte. Alors ils ne viennent pas tous de Maison Lafitte, ils viennent tous par contre généralement du 78, parfois d'un petit peu plus loin. Et donc ils répètent pendant 3 mois avant le spectacle, à raison d'une fois par semaine ou un petit peu moins, leur scène. Et puis voilà, il y a des répétitions générales où tout le monde peut se rencontrer et jouer ensemble. Et puis là, en fait, on a 3 équipes de volontaires qui vont se relayer pendant le spectacle. Voilà, non, c'est une logique qui est plutôt bien rodée et c'est vraiment très très chouette de voir cette grande aventure humaine en fait se créer dans le château. Et donc là, la première, elle aura lieu le 18 novembre. Ça va, vous êtes prêts? Vous peaufinez les détails? Tout à fait, vendredi du coup 18 novembre à 18h30, on lance le spectacle. On est presque prêts, là les décors sont en train de finir d'être montés. Les comédiens répètent une dernière fois, on fait les derniers essayages de costumes. Mais oui, ça va bien se passer. Et justement, comment est-ce que vous trouvez tous ces décors, tous ces costumes? Parce que je me souviens, quand on était allé voir Secret Défense à Rambouillet, il y avait des voitures d'époque. Où est-ce que vous trouvez tous ces costumes et ces décors? Eh bien, on a une costumière et un chef décor absolument remarquables qui travaillent depuis des mois sur cette production. C'est vraiment des spectacles qui se préparent très très en amont. Ça peut être différents lieux, différents endroits. Il y a une partie des décors qui va être louée, il y a une partie des décors qui est chinée en brocante, il y a une partie des décors qui est complètement fabriquée par une équipe décor composée de certains de nos volontaires. Donc voilà, il y a vraiment 1000 façons de créer ces décors assez incroyables. Eh bien, merci beaucoup Mathilde Gaden d'être venue en parler avec nous en plateau. Je le rappelle, vous êtes chargée de communication pour la société de production Polaris. Et si vous souhaitez réserver une place, le spectacle aura lieu du 18 novembre au 18 décembre. Rendez-vous sur le site internet qui s'affiche juste en dessous. On va parler musique maintenant. On va retrouver Gabriel Gontier qui est sur place à Mantes-la-Jolie pour parler du festival Blues sur scène. Cette année, il est placé sur le thème de la découverte et de la diversité artistique et ça commence ce soir. Nous retrouvons donc notre journaliste sur place, Gabriel. Vous êtes avec Chantal Cipelletti, présidente du festival, et Sébastien Picot, le responsable de la programmation. Exactement Mathilde, ce soir se tient la 23e édition du festival Blues sur scène. Alors depuis 1999, tous les ans, le festival se tient à Mantes-la-Jolie et dans les communes alentours, proposant des artistes français, européens, mais aussi internationaux. Avec moi, vous l'avez dit, Chantal Cipelletti. Alors vous êtes la présidente du festival. Qu'est-ce qui fait le succès de ce festival, Chantal ? Alors, je pense que ce qui fait le succès du festival, bien sûr, c'est sa programmation. Mais au-delà de ça, ce festival est un festival itinérant. C'est-à-dire que ce soir, nous sommes à la collégiale de Mantes-la-Jolie. Demain, nous serons peut-être à la Nacelle, à Aubergenville, à l'église de Fontenay-Saint-Père le jour suivant, au plus près du public. Et puis, tous les artistes qui vont participer au concert tout public iront également dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les établissements médico-sociaux, au plus près. Et alors justement, on a dit depuis 23 ans, comment vous pouvez nous présenter le festival? Quelles ont été les évolutions, les temps forts de ce festival? Alors ce festival est né donc il y a un peu plus de 23 ans d'un groupe d'amateurs de blues à Mantes qui ont certainement trouvé que finalement faire de la musique à un moment de l'année où c'est un peu gris, un peu triste, un peu froid, juste avant Noël. Voilà, ce festival, tous les ans, a pris un peu d'ampleur. Et aujourd'hui, s'il était cantonné à Mantes-la-Jolie au départ, maintenant, nous allons sur tout le territoire de la GPSEO. Alors, vous nous parliez de la programmation. C'est vous, Sébastien, qui vous occupez de cette programmation. Comment on gère une programmation pour un tel festival ? C'est un véritable casse-tête, je dois avouer, parce que, comme disait Chantal, en fait, la particularité de Blues sur scène, c'est qu'on est itinérant sur tout le territoire.
On a beaucoup de partenaires, en fait, 90 structures qui sont associées au festival, notamment en fait, des structures culturelles avec lesquelles on travaille. Donc tout l'enjeu pour nous, en fait, c'est d'arriver à avoir un calendrier optimisé, en fait, en fonction des disponibilités de chacun et des envies de chacun. Donc déjà à partir de ça, et puis après, c'est faire le travail d'une programmation. On fait un peu le point sur tous les projets qui circulent sur l'année en cours, sur des artistes qu'on a découverts auparavant. On travaille avec tout un réseau de production. On repère un petit peu ce qui se passe dans les salles de spectacle, les festivals. Et puis après, beaucoup de recherches aussi personnelles, de flânerie sur tout ce qui est YouTube, Spotify, Deezer. Voilà. Et on l'a vu, hein, la programmation est très large. Il y a de nombreux artistes, les têtes d'affiche. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms? Bien sûr. Écoutez, on aura le plaisir d'avoir des très belles dates sur le festival. Je pense notamment à la soirée qu'on organise au théâtre Simone Signoret à Conflans-Sainte-Honorine, où on aura un double plateau avec deux artistes assez incroyables, Natalia King et Miles Senko, qui nous reviennent tous les deux avec des nouveaux projets qui sont apparus cette année. On aura aussi la date au Sax à HR avec Tanika Charles en première partie et Robert Finlay, des grands artistes qu'on a le plaisir d'accueillir. Je pense aussi au concert qu'on organise à Andrézy le 25 novembre avec une première partie d'un groupe qui fait partie de la scène française du blues qui est le French Blues All Star. Et puis surtout, on aura le plaisir d'accueillir un projet un peu inédit où Mathis Pasco, musicien, travaille avec Hugh Coltman sur un projet assez singulier. Donc voilà. Et puis d'autres belles dates qui seront présentes tout au long de cette édition. Et qui seront à découvrir du coup jusqu'au 26 novembre. Ce soir, c'est près de 500 spectateurs qui sont attendus pour le premier concert de ce festival. Merci beaucoup Gabriel Gontier. Et du coup, si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche juste en dessous, bluesurscène.com. J'ai été rejoint en plateau par Nicolas Dandry, journaliste de la rédaction. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. Et vous allez me parler d'une initiative originale du maire de La Verrière. Oui, effectivement, je vous propose de regarder tout de suite ces images. Il y a le chapeau, c'est un bicorne orné d'une cocarde tricolore. Vous avez aussi le pantalon avec un galon de commandement. Puis la veste, eh bien, ce sont les éléments qui composent la tenue traditionnelle d'un maire du 19e siècle. Nicolas Dainville, le maire de La Verrière, vient d'en faire l'acquisition, un costume acheté sur ses deniers personnels, je le précise, auprès d'un fabricant de tenues historiques. Et on écoute tout de suite le maire de La Verrière. On a la branche d'olivier sur les broderies qui symbolise en fait l'autorité civile. On a des petits boutons avec les lettres RF, comme République française. Une tenue de maire qui, en fait, a été instituée par un décret impérial sous Napoléon III, le 1er mars 1852, et ce décret n'a jamais été abrogé. C'est important dans notre période, dans notre époque, de ne pas avoir peur de nos traditions. Et donc on a compris le volet historique, Nicolas Dandry, mais à quelle occasion le maire de La Verrière porte-t-il ce costume ? Eh bien, encore une fois, je vais vous proposer de regarder ces images avec d'abord donc une statue de la Marianne, le maire qui entre dans une salle avec la tenue et le code civil à la main, on le voit entrer. Alors si je vous donne ces éléments, est-ce que vous pouvez deviner, Mathilde ? Je pense que c'est à l'occasion de mariage. Ben voilà, c'est ça en fait. C'est une tenue traditionnelle qui était portée déjà à l'époque au 19e siècle par les maires lors de mariage, mais aussi lors de baptême laïque. Et ben, c'est une symbolique qui est très importante pour Nicolas Dainville. Regardez. On avait envie d'offrir le meilleur pour nos mariés. C'est un jour qui est inoubliable, c'est un moment solennel, c'est un moment qui marquera jamais leur vie. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Dandry pour cette information. Oui, et puis j'espère que ça va peut-être donner l'envie aux habitants de La Verrière d'aller se marier et de voir du coup Nicolas Dainville célébrer ce jour inoubliable avec cette tenue de maire du 19e siècle. Oui, il a déjà eu l'occasion de porter son costume plusieurs fois, je crois. Oui, il a déjà célébré des mariages de Verriérois et de Verriéroises avec cette tenue. Et donc voilà, c'est un petit clin d'œil du coup à ce côté historique. Et je sais que Nicolas Dainville, le maire de La Verrière, est passionné d'histoire et du coup c'est aussi un clin d'œil rendu aux traditions de la France. Voilà. On continue avec de l'histoire puisque le salon du livre d'histoire revient à Versailles ce week-end. Au programme animation, débat, dédicace. Pour l'occasion, Patrice Carmouze recevait Vianney Malin. Regardez.
Je crois qu'on ne prend pas trop de risques parce qu'on essaie de se renouveler chaque année. Donc c'est très concentré, hein, surtout les 2 après-midi du samedi 19 et dimanche 20, 14h, 18h30. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être gros lecteur, d'être passionné d'histoire. Voilà, on vient aussi découvrir un morceau de pulse de l'histoire de France et du monde, chacun à sa façon. Alors, le fait d'associer évidemment l'histoire à Versailles, comme ça peut paraître évidemment. Mais, justement, c'est une idée qui est venue tout de suite quand on vous a proposé de vous occuper. Oui, c'était une longue intuition en disant si on doit faire un salon, une fête de l'histoire, c'est bien Versailles. Bien sûr, on pense tout de suite au grand siècle, le château Louis XIV, mais pas que. Mais pas que. Voilà. Absolument. Parce que la grande boucherie de la Grande Guerre de 14, c'est fini là, le traité de Versailles. Oui, il y a les traités, il y a... Voilà. L'amendement au Vallon, la naissance de la République, c'est à Versailles. Absolument. Voilà, je pourrais vous raconter plein de choses qui font que Versailles est au cœur de l'histoire de France. Au cœur de l'histoire. Et justement, l'histoire, c'est aussi un des fournisseurs, si je peux dire, essentiels de la littérature, que ça soit les romans ou que ça soit les essais, évidemment. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Quand même, voilà. Je viens de prendre un petit déjeuner avec Romain Sardou, le fils de Michel Sardou, qui est un très bon, qui est un bon romancier historique. Et il puise vraiment sa source dans l'histoire. Ouais. Là d'ailleurs, il viendra avec un essai pour la première fois, une belle réhabilitation du Moyen-Âge. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, il est passionné par le Moyen-Âge. Alors, évidemment, dans cette histoire de lire, vous le disiez, c'est très varié. Il y a en effet le Moyen-Âge, il y a en effet de l'histoire contemporaine. Vous avez un plateau absolument formidable. Alors, formidable, oui. Un petit peu quand même. Allez, pas mal. Soyons fiers. Après, ça donne envie quand même, quand on voit. Après, c'est compliqué de faire une sélection, parce qu'on reçoit 181 auteurs. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview dans l'émission Yves Livre. Elle sera disponible prochainement sur notre antenne et notre site internet. Le mardi, nous vous proposons de découvrir une nouvelle thématique dans votre émission, le 7-8, l'astuce du chef. Plusieurs chefs cuisiniers des Yvelines vous livreront les secrets de leurs recettes pour que vous puissiez ensuite les reproduire chez vous. Et on commence avec Virginie Legrand, chef à domicile dans les Yvelines. Elle nous montre comment faire un palais de butternut avec du foie gras, une recette que j'ai eu plaisir à filmer. Regardez. Bonjour, je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile dans l'Île-de-France et aujourd'hui je vous présente une recette de saison originale et très colorée. Ce sont des palais de butternut avec du foie gras poêlé. On y va. Le butternut. On est en pleine saison des cucurbitacées. Là, j'ai fait des tranches, je les ai emporte-piécées en fait, et après je les ai blanchis, c'est-à-dire que je les ai passés 10 minutes à l'eau. Et là, je vais les poêler au beurre. On va passer maintenant à la cuisson du foie gras poêlé. Évidemment, pas besoin de remettre de l'huile ni du beurre parce que le foie gras, c'est gras. Je vais couper les morceaux d'escalope. On casse mes baies roses. J'ai détaillé mes suprêmes d'orange. Il faut que vous enleviez toute la partie blanche de l'agrume pour que vous ne récoltiez finalement que l'essentiel. J'ai du sel à la truffe. Pour la déco, c'est de la pistache concassée. Les petites baies roses, framboises qui sont les dernières. La petite astuce, c'est quand vous avez fait cuire vos escalopes de foie gras, pensez bien à les éponger sur du papier absorbant, sinon votre assiette sera remplie de gras et ce ne sera ni joli ni bon. Bon appétit!
Est-ce que ça vous donne envie de goûter, Nicolas Dandré? Moi, vous savez d'où je viens, du sud-ouest, forcément, quand vous me proposez du foie gras, je peux dire que oui. Par contre, effectivement, quand le foie gras est cuit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gras et l'astuce est vraiment intéressante et pertinente parce que quand vous mettez le foie gras, vous le transférez de la poêle à l'assiette, le gras dégouline et finalement c'est une humidification. Vous avez apprécié ou pas? Moi j'ai bien aimé. Parce que vous avez dégusté, je suppose, à la fin. Oui, j'ai eu le plaisir de déguster et c'était très bon. Donc vous avez pris autant de plaisir à filmer qu'à manger ensuite, c'est ça? Tout à fait. Vous avez reproduit l'assiette après ou pas? Non, j'ai pas encore testé, retester la recette, non, pas encore. Mais en tout cas, c'est une recette parfaite pour les fêtes. Et du coup, si vous voulez vous aussi refaire cette recette, sachez que vous pouvez retrouver le reportage bientôt sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Vous aurez ainsi toute la liste des ingrédients. J'en parlais en début d'émission. Aujourd'hui, c'est le dernier entraînement des Bleus avant de partir à Doha, au Qatar, et pour la Coupe du Monde de football. Et nous retrouvons Michael Elmidoro sur place. Michael, vous êtes avec les supporters. Quelle est l'ambiance sur place ? Alors je suis précisément à côté des supporters, Mathilde. Les supporters sont juste derrière moi. Ils font beaucoup de bruit pour cette séance d'entraînement, la dernière avant le départ pour le Qatar. On a entendu les irrésistibles Français entonner des chants à la gloire d'Olivier Giroud, d'Antoine Griezmann ou de Kylian Mbappé. Ils sont environ 500 à peu près aujourd'hui dans les Yvelines à Clairefontaine pour soutenir cette équipe de France. Cette équipe de France qui du coup partira demain matin aux alentours de 8h30 de Clairefontaine pour direction l'aéroport pour prendre l'avion aux alentours de 10h30. Depuis tout à l'heure, les joueurs de l'équipe de France se sont prêtés traditionnelles questions à des journalistes dans l'après-midi. Tous nos confrères étaient bien sûr présents pour recueillir les dernières réactions en vue de cette Coupe du Monde qui commencera ce dimanche au Qatar. On a pu voir notamment Karim Benzema donner une interview chez nos confrères de l'équipe ou bien d'autres, Adrien Rabiot pour la Gazzetta dello Sport, le journal italien. Donc le monde entier est présent ici pour prendre la température à quelques jours de ce mondial avec cette équipe de France. Les joueurs français se sont ensuite déplacés sur le terrain d'honneur qui est juste derrière moi pour signer quelques autographes avec les supporters. On a pu notamment voir à quelques mètres de nous Antoine Griezmann plaisanter avec les supporters français ou encore Raphaël Varane, très serein, qui a dit qu'il était confiant en vue de cette Coupe du Monde. Et il y avait bien sûr les stars, qui a Karim Benzema et Kylian Mbappé qui se sont aussi arrêtés, se sont prêtés au jeu des autographes et bien sûr des selfies. Et là, juste derrière moi, il y a un petit entraînement depuis quelques minutes. On peut le voir, un petit match entre les remplaçants français et sûrement les titulaires. On ne sait pas encore, mais en tout cas un petit match bien sympathique. On a pu voir à l'instant, juste avant ce duplex, on a pu voir un but assez somptueux de Kylian Mbappé qui a croisé une frappe dans un petit but. Et bien Donc sûr, la foule a immédiatement réagi. Ils sont prêts, nos Bleus, pour la Coupe du Monde de football? Je pense qu'ils sont prêts. Après, petite inquiétude quand même, on a vu quelques joueurs écourter cette séance d'entraînement. Peut-être pour être préservé, on a pu voir Aurélien Tchouaméni notamment rejoindre les vestiaires un peu plus tôt, ou les gardiens aussi rejoindre le château qui est à quelques pas d'ici pour peut-être se préserver. Ils n'ont pas poussé en tout cas sur cette séance d'entraînement. Et bien sûr, le plus important, c'est d'aller au Qatar. Et c'est au Qatar qu'il faudra à ce moment-là performer. Et bien sûr, le premier match de cette équipe de France, ce sera mardi prochain. Donc, ils ont tout le temps pour se préparer. Bon, en tout cas, Mickaël, je pense qu'ils ne vont pas devoir s'adapter aux conditions sous lesquelles vous êtes parce qu'il y aura du soleil normalement au Qatar, non ? Exactement, j'ai pas regardé la température, mais je pense qu'on nous alentours de 8-9 degrés, beaucoup d'humidité, il pleut beaucoup. Et au Qatar, là, on sera aux alentours des 30 degrés dans le sable, quasiment. Donc oui, ça sera pas du tout les mêmes conditions dans 24 heures pour cette équipe de France. Couvrez-vous bien avec Grégory Canalé quand même. Oui, on essaye de bien se couvrir. Bon, l'entraînement va pas tarder à se terminer. On ira sûrement voir quelques supporters, mais on est bien couverts. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Michael Elmidoro. Et vous pourrez retrouver du coup prochainement un reportage sur le dernier entraînement de l'équipe de France à Clairefontaine avant la Coupe du Monde de football. Il sera sur notre antenne et sur nos réseaux sociaux. C'est bientôt la fin de cette émission, mais juste avant de se quitter, je vous propose de regarder la météo de demain.
Demain matin, dans les Yvelines, le ciel sera pluvieux. Attendez-vous à avoir de rares averses. Au niveau des températures, il fera 9 à 10 degrés en moyenne. Dans l'après-midi, le soleil sera un peu plus présent, mais le ciel restera tout de même nuageux. Au niveau des températures, comptez 12 à 13 degrés en moyenne. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout avec nous. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.